Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un petit bout de brioche, s'il vous plaît. La brioche. Combien comme ça, plus moi Ben, très bien ça. Et derrière vous, sont combien ceux-là là les... Tout est, c'est au poids. Ça dépend si vous voulez des gros, des petits. Bah un petit, c'est pour manger sur le sentier Qatar. Sur le sentier Qatar, vous pouvez prendre ça en ouais. Allez. Merci. Petit déj. Vous savez où il y a du... On peut prendre un café ici ou pas? Ah, café Stora, ça vous aime. Ouais, merci bien. Allez, bonne journée. Au revoir. Toujours dans mon église, l'église de Montségur. J'ai passé la nuit juste ici, tel Quasimodo. Et là, je suis sous le porche, sous le perron, parce qu'il pleut. Il pleut beaucoup. On voit même plus le château sur la montagne, il y a trop de pluie, trop de brouillard. J'ai été réveillé ce matin par une très bonne odeur de pain. Je viens d'aller chercher brioche maison, pain maison, que avec des farines anciennes. Et là, je me suis dit, je me prends mon café dans l'église. Je place après. On déjeune, puis après on monte au château chercher le Graal. Voici l'église où j'ai passé la nuit. Bon, le temps là, c'est pas ça. Hein. Donc le château est là-haut. Allez, c'est parti, de bon matin. On y monte. Pour l'instant, le seul indice que j'ai trouvé du Graal, c'est ça. C'est déjà pas mal. Chercher le Graal. Il est marrant lui, chercher le Graal. Moi je veux bien chercher le Graal, mais quand il fait beau. Allez, la grimpe vers le château commence. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Vous regardez actuellement le 12e vlog qui retrace ma 12e journée de marche sur le sentier Qatar, le GR 367. Aujourd'hui, malgré le temps vraiment pourri, nous allons visiter un des plus beaux châteaux de toute cette aventure. J'espère que malgré la météo, je vais réussir à faire de belles images. On commence cette matinée par une ascension. J'ai quitté le petit village de Montségur en contrebas et je monte au château qui domine à presque 1200 mètres d'altitude. Le château de Montségur, les amis, est un château très connu et peut-être même le château Qatar le plus connu parce qu'il est tristement célèbre du fait que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu un des plus gros bûchers d'hérétiques. C'est là où l'Inquisition a fait un siège, c'est-à-dire que les Cathares se sont réfugiés dans le château, ils ont entouré le château et pendant plus d'1 an, les Cathares à l'intérieur de ce fief ont résisté parce qu'en fait on ne pouvait pas prendre ce château. Il est tellement perché sur un roc, il n'y a aucun moyen d'y entrer. Donc, c'est simplement à l'usure, par le siège, hein, le fait de bloquer bloquer tout le château en l'entourant, ce qui fait que ça a quand même duré 1 an. Et au bout d'1 an, après de longues négociations, les Cathares se sont fait donc, se sont livrés. À ce moment-là, ils avaient encore le choix entre absoudre leur péché, revenir dans ce qu'ils appelaient la vraie religion, ou simplement brûler sur le bûcher. Et il y a eu plus de 250 Cathares qui ont préféré mourir pour leur foi, de croire en sa foi, à un tel point que la mort nous fait plus peur. Et ce triste événement a vraiment commencé à marquer la fin du catharisme. Les légendes racontent qu'on voyait la fumée du feu
jusque dans l'Aude. D'ailleurs, en parlant de l'Aude, je ne l'ai pas précisé, mais ça y est, hein, nous sommes dans les Pyrénées ariégeoises. Ça faisait un petit bout de temps que j'y étais, mais j'avais oublié de le préciser. Il me semble que dans la légende arthurienne, le seul chevalier de la table ronde qui approche du Graal, qui l'entreaperçoit, c'est Perceval. Et il me semble, de mémoire, je me rappelle plus trop, c'est une histoire qu'il aperçoit dans un château entouré de brume, dans un château caché. Et ça ressemble, pour l'instant, à ce qui se passe devant moi. Le château de Montségur est aussi connu pour être construit comme un temple solaire. C'est-à-dire que toute sa structure respecte minutieusement un positionnement par rapport aux constellations qui fait qu'à chaque solstice et chaque équinoxe, c'est un lieu hautement ésotérique qui reçoit des portes, ce qu'on appelle des ouvertures. Et c'est un lieu de passage. Comme vous pouvez vous en douter, plein de légendes et de magie rôdent autour de ce château. Camp des Crémas, champ des brûlés, lieu supposé du bûcher dans lequel périrent plus de 225 parfaits et parfaites cathares. Là, nous sommes au pied de la montagne. Il se peut que ce soit ici que le bûcher des cathares eut lieu. Mais en tout cas, c'est un lieu symbolique. Et on y ressent une grande tristesse. Et je pense qu'il est important, en arrivant ici, de penser à tout ça et de se recueillir. De penser à ces hommes et femmes cramés, brûlés vifs, au nom de leur foi. Alors que je monte vers le château, je me permets de vous montrer une stèle commémorative, que des gens viennent honorer, sur laquelle nous pouvons voir une croix occitane et mentionnant le bûcher des cathares. Je vous propose que face à cette stèle et en mémoire à tous ces cathares morts, mais dont le message a persisté et qui est arrivé jusqu'à nous, je propose de laisser l'épée que j'ai portée avec moi sur toute cette randonnée. C'est pas grand chose, c'est avant tout symbolique. Mais c'est une manière de dire merci pour votre message. Parfait et parfaite, bons hommes et bonnes dames, albigeois, bons chrétiens. Par votre acte, vous nous avez montré ce que c'est le véritable amour, la véritable foi. Vous avez essayé de redresser la religion qui parfois dérive. Vous avez été en avance sur votre temps, vous avez montré un modèle de philosophie, un mode de vie, une pensée nouvelle. Vous avez pas seulement essayé, vous avez réussi. Ce n'est pas grand-chose par rapport à tout l'amour et les messages de bienveillance que vous nous transmettez à travers le temps, les époques, à travers les châteaux, à travers votre foi. Je vous souhaite de reposer en paix. Et je souhaite à chacun qui regarde cette vidéo de trouver l'amour, de trouver la foi, de trouver la pierre philosophale et de trouver le Graal. Amis cathares, je vous aime. Amen. Le château de Montségur, Raymond de Péreille, seigneur local, aurait été sollicité par l'église cathare vers 1204 pour reconstruire un castrum au sommet de la montagne nommée le Pog. En s'installant avec leurs proches sur ce site déjà occupé du néolithique à l'âge du bronze, les religieux cathares changent sa destinée. À partir de 1232, il devient le siège et la tête de l'église proscrite.
Il accueille aussi les membres des familles seigneuriales occitanes, dont Raymond de Péreille et Pierre-Roger de Mirepoix, qui en assurent la défense. Selon la chronique rédigée par Guillaume de Puylaurens, il y avait là un refuge public de toutes sortes de malfaiteurs et d'hérétiques, comme une synagogue de Satan, en raison de la puissance du castrum qui, situé sur un roc très élevé, paraissait inexpugnable. En mai 1243, l'archevêque de Narbonne, l'évêque d'Albi et le sénéchal de Carcassonne engagent, au pied du Pog, le siège le plus long de la croisade contre les Albigeois. Il dure jusqu'en mars 1244. Pendant 8 mois, les lignes de défense successives établies en travers du chemin d'accès parviennent à contenir les croisés. Ce n'est que lorsque les attaquants décident d'emprunter l'abrupte extrémité nord-est qu'ils prennent pied sur la montagne. Ils aménagent alors un accès pour acheminer, poutre après poutre, leurs machines de guerre et remontent peu à peu la crête. Les assiégés, eux, se replient jusqu'à une barbacane, ouvrage fortifié situé à mi-parcours. Pilonnés par d'énormes boulets de pierre, ils doivent abandonner cette nouvelle ligne de défense. Ils parviennent à repousser une ultime attaque près du sommet, mais sans espoir de secours. Ils déposent donc les armes. Une trêve de 15 jours permet à ceux qui ont décidé de ne pas renier leur foi de faire leurs adieux à leur famille et au monde matériel. L'an 1244, au mois de mars, fut pris le castrum de Montségur, où l'on trouva 250 hérétiques des deux sexes. Et ils furent brûlés près du pied de cette montagne. Alors que les survivants du bûcher sont soumis aux interrogatoires de l'Inquisition, le castrum est remis au seigneur de Lévis, qui avait reçu la terre de Mirepoix en récompense de leur service durant la croisade. Ces derniers érigent le château actuel et font du site une de leurs places fortes. Ils cherchent à contrôler cette partie montagneuse de leur domaine face aux puissants comtes de Foix. Les inventaires de 1540 mentionnent encore un château en état de défense, mais il est signalé à l'état de ruine en 1673 et sert, après la Révolution et au long du XIXe siècle, de carrière de pierre. Rappelons ce qu'est la religion cathare. Forme médiévale de christianisme, elle s'est développée dans différents pays européens. Se réclamant des évangiles, ces adeptes se considèrent comme la vraie Église du Christ et des apôtres, à la différence de celle de Rome qui a, selon eux, perverti l'héritage initial. Ils croient en 2 principes créateurs, l'un pour le bien, l'autre pour le mal. Les âmes d'ici-bas, enfermées dans des corps de chair, ont oublié leur origine divine. Elles peuvent toutefois être sauvées en recevant le Cosolament, qui unit l'âme à l'Esprit Saint. En Occitanie, le catharisme se construit en véritable église, structurée, hiérarchisée, avec à sa tête un corps clérical, d'évêques et de diacres. Ceux qui ont reçu le Consolament s'engagent à une vie ascétique, de type monastique. À cette différence près qu'ils sont installés au cœur des bourgades. Là, ils mènent une vie communautaire, dans des maisons de femmes ou d'hommes ouverts à tous. Ils ne prélèvent pas la dîme, mais travaillent et prient à la vue de tous. Ils se nomment eux-mêmes bons hommes et bonnes femmes, et leurs fidèles bons croyants. Je me trouve dans une maison cathare. Je marche là où des cathares ont vécu. Le château est juste ici. Et alors je voulais vous parler de la légende du trésor des cathares qui aurait été perdu, ou du moins caché. Et ce trésor inestimable, qui est avant tout un puits de savoir et une connaissance. Et non loin d'ici, il y a un village qui s'appelle Rennes-le-Château. Et là-bas, il y a une légende qui persiste, c'est qu'il y a un abbé, connu sous le nom de l'abbé Saunière, qui, un beau matin, a eu beaucoup de richesses et a pu donner un certain prestige à Rennes-le-Château, reconstruire l'église, amener beaucoup d'argent en fait. Les rumeurs prétendent que cet abbé, l'abbé Saunière, aurait en réalité trouvé le trésor cathare, et c'est la raison pour laquelle il aurait eu autant d'aisance financière pour pouvoir restaurer le village de Rennes-le-Château, qui est donc très connu grâce à cet abbé et grâce à cette légende. Pendant 40 ans, c'est une véritable société cathare qui est installée ici. Les religieux font de grandes prédications publiques, une catéchèse au quotidien.
Ils prennent des risques pour administrer le consolament, permettant le salut de l'âme. Les repas communautaires lient religieux et croyants autour de la bénédiction et du partage du pain selon la mode de l'église primitive. J'ai vu à Montségur, dans les maisons de pierre, Roger de Mirepoix, Roger de Péreille et d'autres chevaliers et autres sergents, tant de fois des parfaits que je ne peux me le rappeler, dans les maisons desquelles ces parfaits ou parfaites venaient, dans les rues où les maisons on les adorait. Dans son histoire des Albigeois, les affabulations mêlées aux faits réels lancent la dimension ésotérique du site. Le trésor, le Graal, le temple solaire. Au milieu du XXe siècle, Déodat Rocher et la Société d'études Cathare, animés par une réflexion philosophique, font édifier la stèle commémorative en contrebas. Des écrivains tels que René Nelly, Fernand Niel ou Maurice Magre, et surtout l'émission télévisée La caméra explore le temps, popularisent Montségur. Le site est réapproprié par les mouvements de retour à la nature. Il devient un symbole pour l'Occitanie. Les recherches archéologiques du Gramme et historiques de Jean Duvernois, Michel Roquebert, Anne Brenon apportent une nouvelle lecture. C'est ainsi que je laisse derrière moi le magnifique château de Montségur. Bon, bien sûr, je plaisante, on voit rien. C'est reparti sur le sentier Cathare. J'espère que cette visite vous a plu, malgré la météo. Alors, ma prochaine étape, moi, je crois que c'est un village qui s'appelle Roquefixade, un truc comme ça, Roquefix. Et après, ça sera Foix. Alors, est-ce que j'arriverai à Foix ce soir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est soit ce soir, soit demain. Est-ce que j'ai trouvé le Graal à Montségur? Ben écoutez, je pense que le Graal est en chacun de nous et que nous l'avons tous. Il est simplement caché. Il faut le voir. Il faut le vouloir. C'est cette coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a récupéré le sang du Christ, dans lequel aussi le Christ a bu, a partagé son sang au moment de la scène. Le Graal, c'est cette coupe qui aurait aussi peut-être récupéré le joyau de l'archange tombé du ciel. Mais c'est simplement aussi cette pierre philosophale qui transforme le plomb en or. C'est cette recherche d'un être impur vers quelque chose de pur, imparfait justement, un cathare. C'est pour ça que beaucoup de légendes tournent autour des cathares comme quoi ils auraient trouvé le Graal. C'est surtout une philosophie, une volonté de faire le bien, de répandre l'amour et d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. C'est ça le Graal. Si vous voulez être cathare, si vous voulez être parfait, si vous voulez être pur, si vous voulez trouver votre pierre alchimique et votre saint Graal, faites de vous un homme et une femme parfaits et parfaite. Écoutez votre cœur et répandez l'amour. Et à ce moment-là, vous aurez trouvé le Graal. Depuis ce matin, c'est tout simplement un des pires chemins que j'ai eu à faire pendant toute cette rando. C'est juste dégueulasse. Il pleut H24, ça glisse, c'est de la boue partout. C'est immonde. J'ai rien de plus à dire. Ça, je veux dire, il y a aucun, le chemin n'est juste pas stable, quoi. C'est juste de la boue partout. Voilà, partout. Tu glisses, voilà, tu marches dans des flaques. Alors là, le chemin, ça fait longtemps que j'avais pas vu un chemin aussi pourrave. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé là en cette matinée. Je sais pas trop où je suis là, j'ai pas regardé de carte. Je sais pas si j'arrive sur un village ou quoi ou qu'est-ce. Mais bon, je me disais tiens, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc voilà, je voulais un peu filmer le décor, mais honnêtement, vous ratez rien de spécial à part de la boue, de la mélasse, à part de la flotte. Même moi, j'évite de sortir l'appareil parce que là, regardez, on marche dans ça depuis tout à l'heure. Donc, et là encore, je suis en train de filmer au moment où c'est à peu près civilisé. Il y a des petits ponts là pour faciliter certains passages. Mais là, j'avoue, c'est pas la matinée la plus agréable. J'avoue que je suis trempé. Je commence aussi un peu à avoir froid. Ça, c'est sûr, hein, maintenant que je suis dans les hauteurs, dans les Pyrénées, en altitude, il fait un peu plus frais. Donc là, j'ai deux couches. J'ai le coupe-vent et j'ai une sorte de doudoune. Mais j'aurais pas dit non à un petit pull en plus.
Parce qu'en plus là, ben, ça finit par passer la flotte au bout d'un moment à force qu'il pleuve. Donc je suis trempé de partout. Je veux pas que vous ayez l'impression que je passe mon temps à me plaindre. La balade reste très agréable. Mais voilà, c'est une réalité. Quand le temps n'est pas là, c'est sûr que ça enlève un certain charme à la rando. Mais ça fait partie de l'aventure. Je suis en train de manger le pain de Montségur avec du levain ancien fait main au feu de bois. C'est mon unique repas, c'est tout. Rien d'autre. Pas de jambon, pas de saucisson, pas de tomates, rien, juste du pain. Et faire un petit message à Papacito. Papacito, dans tes vidéos, tu dis souvent que tu veux être couronné roi des Visigoths. Tu parles souvent du Moyen-Âge et des châteaux cathares. Moi, je t'invite à faire la rando que j'ai faite. Pourquoi pas la faire ensemble? Ou même faire la suivante ensemble. Non pas le sentier des cathares, mais le sentier des bonshommes. Le GR107. Je crois qu'il faut à peu près 8 jours pour le faire. On part 2 fois, on repasse par Montségur. On va jusqu'en Catalogne. Dans ce cas, si toi tu es le dernier roi des Visigoths, moi je prends le titre du dernier cathare. Je vais relancer le catharisme. On va refaire vivre cette religion. Il faut savoir aussi que les cathares, après s'être fait éradiquer, il y avait une vieille légende qui persistait. C'était une citation du style le laurier redeviendra vert dans 700 ans. C'est très mystérieux. On ne sait pas vraiment qui a dit cette phrase. On ne sait pas non plus ce qu'elle signifie. C'est dans 700 ans que le laurier redeviendra vert. Et ça, on a dit ça en 1240 quand les cathares sont passés au bûcher. C'est imparfait qu'a cité cette phrase. Du coup, ça sous-entend peut-être que 700 ans plus tard, on tombe dans les années 90-2000, le catharisme peut-être redevient vert, doit renaître. En tout cas, il est toujours présent et j'ai envie d'en être son représentant. Voilà, donc Papacito, si tu veux faire partie de l'aventure, vu que je sais que pour toi ça t'est cher, tout ce qui est cathare, médiéval, Moyen-Âge et Occitanie, on est tous les deux de Toulouse. Tu sais où me trouver? D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais on s'est déjà rencontré, le Papacito. C'est moi qui ai filmé ton combat contre Paralitim. Virilitim, ouais. Ah ouais, c'est moi qui l'ai filmé et monté, mon gros. Allez, je continue ma vadrouille. Peace. Et ici, ils ont une passion toboggan et eau, quoi. On sent qu'il y a une volonté de s'amuser avec l'eau. Moi, j'arrive de tout là-haut, là. Je suis descendu de la montagne. Je suis dans un village qui s'appelle Montferrier. Et c'est un petit village dans les Pyrénées qui s'est spécialisé dans le traitement contre les vignes, également dans la force hydraulique, ils avaient des moulins, également dans l'extraction de talc. Bon, en gros, c'est une sorte d'endroit où, perchés dans les montagnes, ils ont su tirer profit de la force de l'eau pour faire des industries et du business, la vérité. De retour sur le sentier cathare, j'ai fait une petite pause au village précédent. Mais bon, quand je dis petite pause, ça a été très simple. J'ai pas mangé grand chose vu que tout était fermé. Et aussi vu que j'ai plus rien à manger. Donc ça a vraiment été mon bout de pain. J'ai mangé mon pain. Et je me suis fait le dernier café lyophilisé qui me restait. Donc là, ça fait déjà 11-12 jours que je marche. Je m'aperçois qu'en termes d'autonomie alimentaire, je suis plutôt pas mal. Il m'a juste fallu quelques ravitaillements d'appoint de temps en temps. J'ai dû racheter une fois un sauciflard et le pain. Et encore le pain, j'en ai pas acheté tant que ça. Au final, j'ai acheté 3 baguettes. 3 baguettes parce que j'arrivais à les consommer petit à petit. Et j'ai racheté une fois une salade genre niçoise, vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, côté autonomie, ça va. C'est pas de l'autonomie à 100%. Je suis pas non plus là
à bouffer des plantes sauvages, chose que j'avais déjà fait sur Saint-Jacques au début de mon chemin sur Compostelle. Là, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Là, mon but, c'était vraiment de faire du bivouac et une rando. Et je trouve que côté bouffe, je tiens bien. Là, je sens que mon sac est beaucoup plus léger. J'avais pris énormément de bouffe en début de voyage, hein, mais je vois que, allez, si on vire tous les trucs que j'ai rachetés de temps en temps, on va dire que je peux tenir à peu près une dizaine de jours. Donc, ma prochaine étape, mon prochain village, c'est Roque Fixade, ça s'appelle. Et ça sera mon avant-dernière étape avant Foix, qui est la fin de mon voyage. Je ne sais pas à quelle heure j'arrive à Roque Fixade. Je marche, je me laisse guider. Et en fonction, je verrai. C'est-à-dire, je verrai si je tire un peu plus sur Foix ou si je m'arrête. Vu la météo, aujourd'hui, je ne suis pas du tout énergique. Après, je me suis levé de bonne heure aussi. Donc, je sens que je suis un peu mou aujourd'hui. J'avance un peu à 2 à l'heure. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui dans ce vlog? J'aimerais vous parler des rêves astrales. Est-ce que vous avez déjà fait des sorties de corps ou est-ce que vous avez déjà fait des rêves lucides? Alors moi plus précisément c'est les rêves lucides dont j'aimerais parler avec vous. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà fait de nombreuses fois et je pense que je suis, comment dire, j'ai une sorte de petite capacité à pouvoir en faire régulièrement, assez souvent, des rêves lucides assez impressionnants. Alors qu'il semblerait, beaucoup de gens n'y arrivent pas. Beaucoup de gens, pour eux, ça reste du domaine de la légende, du mystère. Et donc j'aimerais vous raconter un peu mon expérience avec les rêves lucides. Je ne sais pas si on peut appeler ça un don, mais en tout cas, quand j'ai eu ce truc-là, ça m'a tellement semblé naturel que je pensais que tout le monde en faisait. Je pensais que tout le monde faisait des rêves comme ça, parce que pour moi, je faisais rien d'exceptionnel. C'était comme un acquis. Et c'est à force d'en parler autour de moi, de lire des livres là-dessus, de voir des vidéos aussi sur internet de gens qui donnent des astuces pour essayer de faire 1 seconde de rêve lucide, alors que moi j'en fais toute la nuit et que c'est du n'importe quoi. Et du coup je voulais un peu vous partager 3 anecdotes autour des rêves lucides, c'est-à-dire qu'en fait j'ai 3 moments clés dans ma vie autour de rêves lucides, et donc c'est 3 fois où j'en ai fait qui étaient très impressionnants. Je vais essayer de les faire en accéléré parce que sinon ça sera très long. Alors prenez-vous une tasse de café ou ouvrez-vous une bière, que sais-je, mais écoutez bien parce que tout ce que je vais vous dire est vrai et c'est assez impressionnant. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais développer. Premier rêve lucide, c'est lorsque j'étais petit. Je rêvais que je traversais une route et que je me faisais écraser. Et à chaque fois ça me réveillait. Et ce rêve-là, ce que je ne comprenais pas, c'est que je le faisais souvent. Donc déjà, tu vois, c'est très étrange, un rêve que tu refaisais. C'est-à-dire allez, on va dire 1 fois par mois, je faisais ce rêve. Et ça a duré très longtemps, hein, plusieurs années. Je faisais toujours ce rêve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouvais dans un champ. Il fallait que je traverse une route pour aller à ma maison. Et à chaque fois, au moment où je marchais sur la route, pam, une voiture venait m'écraser. Et tant que je ne traversais pas, la voiture n'y était pas. Et à force que je fasse ce rêve et à force que je grandisse, j'ai commencé à me dire... Tiens, c'est marrant, je fais tout le temps ce rêve. Et quand je lui en parlais autour de moi, les gens me disaient, ah bon, comment ça se fait que tu fais toujours le même rêve, quoi? Moi, j'étais, ah ben, je sais pas et tout. Sauf qu'un jour, ce qui s'est passé, ça a été mes premiers pas dans ce qu'on pourrait appeler le contrôle du rêve. Ce qui s'est passé, c'est que je refais ce rêve une énième fois. Et sauf que là, dans ma tête, pendant que je rêve, hein, je me dis, ah mais attends, c'est encore ce rêve, tu vois. Je me dis, ah c'est encore ce rêve, ah oui, quand je vais traverser, je vais me faire écraser. Et du coup, dans ma tête, je me disais... Alors, vu que la bagnole n'arrive pas tant que je marche pas sur la route, il faudrait que je lui fasse un piège. Il faudrait que je fasse croire à mon rêve que je vais traverser pour que la bagnole passe, mais qu'en fait, moi, je ne sois pas sur la route. En fait, c'est ce que j'ai fait dans mon rêve. J'ai commencé à mettre un pas sur le bitume de la route. La bagnole est arrivée, sauf que vu qu'à ce moment-là, j'ai vite reculé, alors que dans mes autres rêves, d'habitude, j'essayais de traverser, j'ai esquivé la voiture. Et à partir de ce moment-là, la bagnole est passée. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais enfin la suite de ce rêve. J'ai pu traverser la route et rentrer chez moi. Fin du rêve. Le rêve s'arrête là. Et figurez-vous que je n'ai plus jamais fait ce rêve. Plus jamais. Ça, c'était ma première expérience de rêve lucide. Ou encore, à l'époque, quand ça m'est arrivé, je ne mettais pas ce mot-là. Je ne mettais pas le terme de rêve lucide dessus. Ma deuxième grosse expérience de rêve lucide, ça a été, c'est presque du domaine du paranormal ce qui s'est passé. J'étais dans mon lit et soudainement, je rêve que je quitte mon corps.
Donc c'est-à-dire je me vois dans mon lit, c'était dans ma chambre, l'heure et la date étaient la bonne, enfin je veux dire j'étais pas ailleurs, j'étais pas dans un autre espace-temps, non, j'étais là, sauf que j'étais dessus moi en train de me voir dormir. Et dans ma tête je me dis, ah, je suis en train de rêver, ouais, encore ce truc, c'est génial, je peux faire ce que je veux. Donc illico, je me mets à m'envoler, je passe à travers les murs, parce que du coup bah, tu t'en fous, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu crées le rêve. Hein. Donc là, je survole ma maison, je la vois de très très haut. Puis je me dis, putain, je vais aller voir là-bas, le village d'à côté. Alors tu sais, je m'envole à toute vitesse. Je passe à travers les murs, je regarde les gens vivre. Enfin, je faisais ma vie en fait. Hein. Je vais aller m'observer dormir et faire une expérience. Je vais essayer de me voir dormir. Je reviens à ce moment-là dans l'angle de ma chambre. C'est-à-dire, moi, j'étais allongé dans mon lit. Et en fait, je me mets, dans mon rêve, hein, je me mets en train de m'observer dormir dans l'angle de la pièce. Tout en dormant, je me dis, ok, donc pour voir si je maîtrise vraiment ce rêve, il faudrait que je dise à mon cerveau de bouger le bras. Et je voulais voir si, en bougeant mon bras, j'allais le voir dans le rêve. Enfin, je sais pas, c'est compliqué à raconter, en gros. Donc, ce qui se passe, c'est que le Céleste qui dort, dans la réalité, bouge son bras, comme ça. Donc, j'étais dans une sorte de sommeil, tu vois, un peu demi-éveillé, parce que je pouvais quand même bouger mes membres. Je bouge mon bras comme ça. Et là, le Céleste du rêve, le Céleste lucide, qui était dans l'angle de la pièce, voit le bras bouger en fait. Et c'est pas fini. Hein. Donc j'étais là, genre putain, mais c'est fou, je me vois en train de bouger, dormir. Enfin, c'était n'importe quoi. Là, c'était même plus du rêve lucide, c'était carrément une EMI, quoi. Une expérience de mort imminente. Enfin, c'était fou en fait, ce truc. Et c'est pas fini, attendez, c'est pas fini. En ayant bougé mon bras, vu que ça a été une action un peu violente quand on dort, ça m'a à demi réveillé. C'est-à-dire que dans la réalité, j'ai un peu commencé à sortir de mon sommeil. Et là, un truc très étrange que je me souviendrai toute ma vie, c'est que je voyais une silhouette dans l'angle de ma pièce en train de m'observer. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? En fait, je me voyais moi-même en train de me voir comme une présence. C'était très dur à décrire parce que c'était pas vraiment non plus quelqu'un qui était là, debout dans l'angle de la pièce, mais un peu. Et je savais qu'il y avait quelqu'un. Et je n'avais pas peur parce que je savais que c'était moi. Donc si vous voulez, pendant l'espace d'un instant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait il y avait 3 Célestes. Il y avait le Céleste qui dort dans son lit, le Céleste réel. Il y avait le Céleste du rêve, ce que je pourrais appeler le Céleste lucide, celui qui est dans le rêve, dans l'angle de la pièce, en train de regarder le Céleste réel qui dort. Et il y avait le Céleste parfaitement entre les deux mondes. C'est-à-dire qui était à la fois du domaine de l'immatériel et à la fois du réel, qui était une sorte d'entité dans l'angle là. Et du coup, je me répondais à moi-même. Je me voyais dormir et le réel me voyait m'observer. Enfin, un truc, le film Inception à côté en PLS. Clash violent de Inception. Ce genre de truc, quand ça vous arrive, vous vous réveillez, vous n'êtes plus pareil. Hein. Vous vous réveillez avec une sorte de... c'est une expérience en fait. Ça vous change grandement. Ça vous change grandement et surtout, comme je tiens à le préciser, c'est pas quelque chose que j'ai voulu provoquer. C'est-à-dire que ça m'est vraiment arrivé... Voilà, je pense que dans la vie, il y a des gens qui ont certaines facultés. Il y en a, ils sont bons pour faire du sport. Il y en a, ils sont bons pour faire du dessin. Bons en musique, ils ont... l'oreille musicale, il y en a des gens, certains ont des dons pour des catégories de choses. Il faudrait croire que moi, ce qui concerne les rêves lucides, c'est un truc de malade. Troisième histoire, c'est la plus récente en date et également pareil une des plus chargées. Alors au début le rêve commence tout classique, j'étais avec un groupe de touristes, on visitait un musée. Et ce qui était très étrange, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait dans une pièce de musée, derrière nous la pièce précédente se fermait. Comme dans un jeu vidéo, quoi. La porte se barricadait, il y avait toujours une sorte de gros vigile qui bloquait la sortie. On ne pouvait jamais faire demi-tour. Et il faisait peur, ce vigile. Et en fait, on savait qu'on était toujours obligé d'avancer dans un même sens. Parce que il y avait toujours ce vigile, dès l'instant qu'on passait une nouvelle pièce, bam, il fermait la porte derrière nous et impossible de revenir en arrière. À un moment donné, dans mon rêve, je me retourne, je regarde ce vigile qui était impressionnant, qui faisait peur en fait, il n'y avait pas une bruit. Et je me mets à avancer vers lui. Et soudainement, je ne sais pas, pareil, d'où ça vient, je me dis, non, mais c'est pas réel, je suis dans un rêve. Et là, je me dis, je passe à travers. Et ça demande une sorte de courage, hein, parce que du coup, au moment où tu es dans le rêve, l'intérêt d'un rêve, c'est que tu sais pas que c'est un rêve, tu penses que c'est réel.
Sauf qu'il y a une sorte de lâcher prise où tu vas te dire tout ça c'est faux. Toi, il y a une sorte de foi, justement, il y a une sorte de certitude où tu dois te dire non mais tout ça j'en suis sûr que c'est des conneries. Et donc j'avance vers le vigile en mode tant pis, je sens que je vais m'en prendre une si c'est la réalité, mais je sens au fond de moi que tout ça c'est du rêve. Et pam, je passe à travers le vigile, à travers le mur, et là de nouveau, je me dis ok c'est bien un rêve, et à partir de là, après en fait en une seconde tu comprends que c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Mais à voler, tu peux aller voir qui tu veux, faire l'amour à qui tu veux, tu peux manger ce que tu veux, tu peux respirer sous l'eau, tu fais ce que tu veux. Il y avait des gens, j'étais dessus une place, comme ça, dessus une ville, je dis je veux jouer du piano, ce sera la preuve que je maîtrise mon rêve. Je vais faire apparaître un piano là, donc hop, je le veux, bam, il apparaît, il y a un putain de piano. Ok, j'ai jamais joué du piano de ma vie, je veux m'asseoir et que j'en joue parfaitement. Et là dans mon rêve, je tape comme ça sur le piano, mais vraiment n'importe comment. Et puis alors ça joue une des plus belles mélodies jamais entendues sur Terre. Donc là je suis sur une sorte de place publique, hein. Il y a tous les gens qui s'arrêtent, qui viennent me voir, qui sont limite en pleurs parce que ma musique est trop belle. Je me dis mais en fait ces gens-là ils sont pas dans mon rêve. C'est pas juste mon imaginaire qui a créé tous ces gens. Ce sont des gens qui sont en train de dormir. Et c'est leur esprit, c'est leur énergie, c'est leur âme qui est là autour de moi. Comme si pendant un instant, nous étions tous réunis dans une sorte de monde du rêve. C'était des gens qui dormaient aussi. Et du coup je me dis mais alors, il faut que je leur explique qu'ils sont dans un rêve. Donc je me mets à m'adresser à ces gens pour leur dire écoutez, vous êtes dans un rêve, ce que je fais, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous aussi vous envoler, vous pouvez vous aussi jouer du piano. Et j'essaye de réveiller les gens comme ça, de leur dire écoutez, sortez de votre... tout ça n'est pas réel, c'est qu'un rêve, tout est possible. Les gens commencent à m'idolâtrer parce que je me mets à voler, je me mets à jouer du piano, je me mets à faire apparaître des objets. Et les gens me prennent pour un dieu soudainement. Et les gens sont presque en larmes à se prosterner devant moi. Et moi, en fait, ça me met dans une position ultra délicate où j'en veux pas de ce statut. Je leur dis, mais non, mais en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Je ne suis pas un dieu. Je suis comme vous, je me suis juste éveillé. Et du coup, j'essaye de les réveiller. À force d'argumenter, je me dis, mais en fait, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de croyance. Vous aussi, vous pouvez être un dieu. Vous me prenez pour un dieu, mais en fait, vous aussi, vous pouvez en être un. On est tous des dieux. Le dieu, c'est en chacun de nous. C'est cette libération, c'est cet éveil. C'est ce message de lucidité. Il faut simplement se réveiller, comprendre que tout ce qui nous entoure est une illusion, est un rêve. Et pour briser ce voile, pour enfin ouvrir les yeux, il faut avoir la foi, il faut avoir le courage de se dire « Ok, tout ça c'est faux ». C'est très compliqué parce que je ne veux surtout pas qu'ils me prennent pour un dieu, je ne veux pas qu'ils m'idolâtrent. J'ai simplement envie qu'ils se trouvent et qu'ils s'émancipent eux. J'ai envie qu'ils comprennent que en fait ça ne sert à rien d'idolâtrer une autre personne parce qu'elle fait des choses exceptionnelles, alors qu'en fait chacun au fond de nous, on a ce pouvoir et cette capacité de faire quelque chose d'exceptionnel. Tous, tout le monde. La seule chose qui fera la différence, c'est les gens qui croient dur comme fer, qui vont vraiment le faire par la foi. Et ce message en fait, quand je me suis réveillé pour de vrai dans mon lit, j'ai ouvert mes yeux dans mon lit, j'ai eu c'était comme une révélation. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. C'est ça le but de la vie, finalement, c'est d'avoir la foi. Ce jour-là, c'est ce mot qui m'est vraiment venu dans ma tête. Je me suis dit, mais ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur. On a la peur, comme tout le monde, on a tous peur de mourir. Et c'est ça qui nous empêche d'aller de l'avant ou de prendre des décisions. Et en fait, à partir du moment où tu fais confiance en la vie, et en toi-même, au bout d'un moment, quand tu crois en ce que tu fais, tu dis, ben non, mais j'en suis sûr, exactement comme moi, lorsque j'ai avancé vers ce vigile, où je me suis dit, ben, je suis sûr c'est un rêve, c'est devenu un rêve. Et si j'avais douté ne serait-ce qu'une seconde, j'en avais parlé dans le premier vlog, hein, que l'inverse de la foi, c'est le doute et la peur. Si j'avais ne serait-ce que douté une fraction de seconde, je ne serais jamais sorti de mon rêve. En fait, le vigile m'aurait remis en place et j'aurais continué la visite groupée avec tout le groupe, quoi, comme les moutons. Que là, de fait de savoir que non, mais je sais que c'est un rêve et j'en suis sûr que c'est un rêve, c'est devenu un rêve. Et ça m'a tout simplement libéré. Les psychanalystes pourraient s'amuser à analyser ce rêve, hein, à analyser ma psychologie. Épargnez-vous tout ça, je le fais déjà moi-même, mon introspection et mon auto-analyse. Je voulais simplement vous partager ces 3 expériences qui ont été 3 expériences pour moi assez puissantes. Il y a eu plein d'autres fois où j'ai fait des rêves lucides
Mais bon, là, je vous ai parlé des 3 principales. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Le phénomène du rêve lucide, c'est simplement de prendre contrôle de son rêve, de conscientiser pendant qu'on dort qu'on est dans un rêve et du coup de pouvoir en prendre le contrôle sans se réveiller. Parce que c'est souvent le gros problème des gens qui font des rêves lucides, c'est que ça ne dure pas longtemps. À peine ils prennent le contrôle de leur rêve, ils sont tellement excités que ça les réveille. Moi, le seul indice que je peux vous donner, c'est que toutes les fois où ça m'est arrivé de faire des rêves lucides, j'ai l'impression que j'étais toujours dans une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire que j'étais pas non plus dans un sommeil ultra profond, mais j'étais pas non plus réveillé, j'étais parfaitement à la limite. Voilà, j'étais dans un entre-deux parfait. Et c'est cette ligne qu'il faut tenir, et c'est ce qui est le plus dur à tenir. Je pense que c'est très proche de l'hypnose. Les gens qui pratiquent l'hypnose ou l'hypnothérapie, ils cherchent à te mettre sur cet état-là, sur ce fil, sur une onde, c'est une sorte d'onde cérébrale qui existe. Là, je ne suis pas en train de vous parler de trucs d'illuminés, je sais pas quoi. Là, c'est des choses concrètes qui existent. Vous allez voir, souvent aussi, il se passe quelque chose. C'est que maintenant que je vous en ai parlé, des rêves lucides, inconsciemment, ça marque les esprits comme une petite graine plantée qui peut-être vous poussera, vous, à en faire sans même le vouloir. C'est le meilleur des jeux vidéo du monde. Quand tu t'assois dans ton canapé et qu'avec ta manette, tu peux faire tout ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire, tu peux, dans les jeux vidéo, c'est ça, tu peux voler, tu peux tirer sur les gens, tu peux faire l'amour, tu peux aller battre le héros, tu peux sauver le monde, Les rêves lucides, c'est ça, mais en plus concret. Parce que tu le vis et là, le héros, c'est toi-même. Enfin, ça te retourne le cerveau. Et quand tu maîtrises ça, mais vous imaginez les éveils que tu peux faire. Tu peux aller visiter l'univers, le cosmos, tu peux faire ce que tu veux en fait. Les seules limites, c'est celle de l'infini. Eh mais dis donc, ça fait longtemps que j'avais pas été sur une grosse route à accès rapide. Ah ouais, là le chemin il passe par là. Toujours en direction de Roquefixade, j'arrive pas à le prononcer. Je suis dans une forêt d'hêtres qui est assez plaisant. La pluie s'est arrêtée. Et voilà, j'avais envie de filmer cette petite ambiance. Petite cabane ici, ça me rappelle quand j'étais gosse, je faisais souvent des cabanes. Arrivé sur un petit village sur les hauteurs. Et là, je vois là-bas un château. Qu'avons-nous là? Pour que vive la France, ici sont tombés 16 combattants. Reposez en paix. La guerre est une boucherie qui n'épargne que ses commanditaires. Voilà les résistants, les amis. Résistants, les maquisards. Mort pour la France. Et voilà ce qu'il va falloir faire bientôt. Un acte de révolution. Se planquer. Façon maquisard. Ah oui, c'est sûr, il y aura des morts. Mais on se souviendra de eux comme des héros. Mais on en arrive là petit à petit. Un grand tyran qui se répand et des petits groupes de résistants ici et là cachés dans les buissons pour survivre. On en arrive là. Ça commence par un virus, ça continue avec un vaccin, puis ça va vers le pass sanitaire, quoi. Ils vont venir nous chercher dans nos campagnes pour nous faire vacciner. À ce moment-là, on sera obligé de placer du C4 sur les chemins de fer. On sera obligé de sortir le fusil à grand-père pour se défendre et pour pas se faire piquer. Donc oui, les amis, l'histoire se répète et la résistance est en marche. Je pense que j'arrive dans quelques minutes à Roquefixade, l'objectif que je me suis fixé pour la journée. Aujourd'hui j'étais moyen, je sais pas, je crois que je commence à sentir la fin arriver. Donc j'ai une sorte de pré-retombée. Je commence à traîner un peu, j'ai mal un peu partout. J'ai pas la même énergie qu'au début. Pour être franc avec vous, je pense que je vais être content d'arrêter. Je crois que ça va me faire du bien, j'ai besoin de repos. Vous imaginez 12 jours à marcher, faire du vlog, du montage, pas toujours bien dormir, pas toujours bien manger, pas toujours bien récupérer, être dans l'effort toute la journée sous des grosses chaleurs, ou alors à l'inverse maintenant sous la flotte, dans des températures assez basses. On met quand même le corps à rude épreuve.
Et je crois, oui, au fond de moi, il y a cette petite voix qui me dit tristoun d'arrêter l'aventure, je vous cache pas. Hein. Mais en même temps, voilà, il y a cette envie de trouver quand même un peu de confort, je vous cache pas. T'as envie d'être dans un vrai lit, t'as envie de te laver, t'as envie de reprendre d'autres vêtements. En arrivant donc à ma prochaine étape, Roquefixade, j'aurai parcouru depuis Port-la-Nouvelle 225 km. Et en altitude, on est à 770 mètres. Je crois que l'altitude la plus haute que j'ai faite pour l'instant, c'était 1300. Je parle sur cette rando. C'était 1300, il me semble, à vérifier. Je pense que je suis arrivé à Roquefixade. Je vois une belle petite ruine là-haut. Sûrement un château. Mais en tout cas, il s'est mis à faire un peu plus beau en cette fin de journée et c'est pas pour me déplaire. Bon, les amis, je vous explique le programme. Là, je me retrouve dans un village nommé Roquefixade et je pensais trouver une épicerie ou un endroit où recharger mes batteries parce que j'ai plus d'énergie, plus rien. Il n'y a pas d'épicerie, je trouve pas de prise, il n'y a pas d'église, enfin bref, je trouve rien. Donc, ce soir, voilà ce que j'ai décidé de faire. Là, en fait, il y a un gîte. J'ai décidé de passer ma première nuit en gîte sur ce long voyage, bien que d'ici demain, je serai arrivé par logique à Foix. Je sens que j'ai besoin d'un vrai repos. Je suis éclaté, en fait, j'en peux plus. Là, j'ai mal partout, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. Et j'ai tellement mal partout que j'ai même pas le courage d'aller visiter ce château qu'il y a là-haut. Vous pouvez voir, il y a le château de Roquefixade ici qui est en ruine. Et en fait, ce château fait partie de l'histoire de Montségur parce que c'était le même propriétaire qui avait et le château de Montségur et celui-ci. Et du coup, vu que j'ai la flemme d'y monter, là je me suis installé dans le gîte, je prends une bière, je vais sûrement manger là et dormir là également ce soir. Et en fait, exceptionnellement, je vais vous faire cette visite du château en drone. Voilà, je vais faire décoller le drone, je vais survoler le château et on va se faire une visite aérienne parce que là, j'ai plus l'énergie de bouger. Le château de Roquefixade est un ancien château dit cathare du XIe siècle, aujourd'hui en ruine. Le château est mentionné pour la première fois en 1034. Les premiers seigneurs connus du château sont les seigneurs de Payès. En 1205, le mariage de Raymond de Péreille avec Corba de Lanta y est célébré. Ce seigneur possédait aussi le château de Péreille ainsi que celui de Montségur. Il sert de refuge et de lieu de résistance pour les Albigeois au XIIIe siècle. En 1212, Simon de Montfort prend le château qui relève alors des comtes de Toulouse après avoir incendié le village. Le château subit divers remaniements du XVe au XVIe pour finalement être détruit en 1632 sur ordre de Louis XIII. Le château de Roquefixade est au sommet d'un piton rocheux entre Montségur et Foix. Sur la route du pays d'Olz, les ruines du château de Roquefixade dominent. Au XIIIe siècle, le village aurait connu une population cathare. Voilà les amis, j'ai récupéré le drone. C'est ici que ce vlog va s'arrêter. Ce que vous avez vu là sur ce château, c'est ce que j'aurais adoré faire avec tous les châteaux, mais c'était pas possible, soit à cause de la météo, soit à cause du vent, soit tout simplement à cause des restrictions. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir le faire voler. J'ai la sensation de ne pas l'avoir porté au moins pour rien. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog sur mon sentier cathare. Et surtout, et peut-être que celui de demain sera le dernier. Merci, à demain pour un nouveau vlog.
ça en fait. Ah ouais, je pense pas. Je suis en dos, moi. En dos. Excellent. Merci. Merci à vous. Avant de terminer cette vidéo, je me suis dit que peut-être beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes ignoraient ce que c'était vraiment un gîte d'étape. Alors un gîte, globalement, voilà ce que c'est. C'est une maison. C'est une maison qu'on paye pour la nuit. C'est un peu comme un Airbnb. On paye une nuit, alors ça peut aller de 10 € jusqu'à 45 €, ça dépend quel type de maison on loue. Et en fait, dans cette maison, on la partage avec d'autres gens. Donc là, par exemple, il y a un coin cuisine qu'on partage avec des gens. Voilà, il y a un coin salle à manger. Et après, chaque personne a sa chambre. Donc en fonction du prix, certains ont des chambres individuelles. D'autres, comme ici, moi en l'occurrence, on est en dortoir. Sauf que là, j'ai la chance, c'est que tous les lits sont inoccupés. Donc en gros, moi, je me suis installé là-bas tranquille. Et du coup, je vais passer une nuit à pouvoir picoler. Je peux surtout recharger mes batteries. Là, je vais faire un peu de lessive. Ouais, c'est n'importe quoi. Là, je suis en train de faire sécher mon tapis de sol parce qu'en fait, il a pris la flotte toute la journée. Donc, il est imbibé d'eau. Donc voilà, je fais sécher mon tapis de sol. Et ici, je fais sécher mes pantalons et kawaii. Globalement, voilà à quoi ressemble un gîte. C'est très très rare, mais vraiment rare, que je prenne des gîtes. Je vais aller prendre une douche. Oui, c'est ça aussi l'intérêt du gîte, c'est qu'on a des douches. Donc je vais aller prendre une bonne douche. Et après, je vais m'avancer un peu sur le montage. Et puis après, dodo pour demain, la dernière étape, aller jusqu'à Foix. À demain. Avant de terminer ce vlog, encore une fois, je voulais vous montrer, regardez, il y a une carte de France bien détaillée, bien complète, et qui retrace tout mon parcours. Donc on va se faire un moment de nostalgie tous ensemble. Port-la-Nouvelle, Roquefort des Corbières, Durban-Corbières, Ambre et Castelmort on a fait. Après, Tuchan, Cucugnan, Douillac sous Peypertus, les gorges de Galamus. Après, on a fait Sbla, Prugnagnes. Après, on a fait Caudiès de Fenouilledes. Hop, puis Laurence. Ensuite, on a continué notre aventure sur Axa. Après, on a fait Marsa, Kirbadjou. On a fait Coudon. On a fait Nébias, c'est là où il y avait le labyrinthe. On a fait ensuite Puy-Vert. On est descendu sur Espezel. De Espezel, on a été à Commu. De Commu, on a fait Montségur. Et de Montségur, on a été jusqu'à Roquefixade. Et demain, il me reste donc à faire Roquefixade, Foix. Et voilà l'intégralité du sentier Qatar. Ah, ça fait quelque chose quand tu le vois comme ça en entier.